Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors je te rejoins aujourd'hui pour te parler d'un livre de Noémie Alioua. C'est une auteure en fait qui avait déjà sorti un livre que j'avais chroniqué sur la chaîne. Ça nous parlait de l'affaire Sarah Halimi. C'était un livre qui, bien qu'il décrivait une réalité abjecte, était, je trouve, hyper intéressant et hyper bien écrit. Et du coup, l'auteur m'a proposé ce livre et je la remercie parce que c'est vraiment un bon livre. Et ce livre, en fait, m'a été envoyé par les éditions du Cerf, que je remercie également. Ce livre s'appelle Les uns contre les autres, Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé. Et c'est un livre que je voudrais te présenter aujourd'hui parce que c'est un livre qui est super intéressant. Alors, c'est un livre qui parle de banlieue, mais des livres qui parlent de banlieue, il y en a vraiment beaucoup. Celui-ci est intéressant parce que je trouve qu'il ne sombre pas dans deux extrêmes, c'est-à-dire le fait de nous dire qu'en banlieue finalement tout se passe bien, il y aurait peut-être bien 2-3 réglages, mais que les médias ou bien la société française en fait beaucoup, que finalement en fait en banlieue tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Ou bien l'autre extrême qui serait de dire que voilà, en banlieue tout ce qu'il y a toujours eu, bien c'est pourri, il s'est jamais rien passé de bien en banlieue et tout ce qu'il y a en banlieue depuis qu'il y a des étrangers, eh bien c'est n'importe quoi. Et en fait ce livre ne sombre dans aucun des deux travers et je trouve qu'il nous fait plutôt une étude précise en fait et une étude en plus dynamique, puisque on va voir au niveau historique, eh bien on va voir comment se sont construites les tours de Sarcelles, comment elles sont sorties de sol, dans quel contexte socio-économique, pourquoi, et ensuite on va comme ça regarder qui s'est installé, comment les gens se sont installés, avec quelles aspirations, et puis finalement eh bien comment au fil des années ça a tourné. Donc c'est ça qui est très intéressant dans ce livre et que je trouve vraiment différent des autres livres que j'ai pu lire sur le sujet. Il est vrai que la vie des habitants de banlieue agite moins le débat public que l'écriture inclusive et la gestation pour autrui. Il suscite moins de compassion que les migrants qui viennent de l'autre bout du monde et que l'on accueille au nom d'une certaine idée de l'humanisme, alors que des centaines d'entre eux s'entassent déjà dans des conditions inhumaines aux portes de Paris. Alors au début du livre, eh bien l'auteur nous parle de Sarcelles dans les années 90. C'était la capitale du vivre ensemble et elle nous rappelle que ce qui se passe à Sarcelles et ce qu'elle va décrire à Sarcelles, en vérité peut être transposé à beaucoup de banlieues en France. Donc c'est ça qu'il y a d'intéressant dans le livre, c'est qu'on va beaucoup parler de Sarcelles, mais en vérité ça va pouvoir s'appliquer à toutes les banlieues qui sont dans toute la France. Alors elle nous rappelle que dans les années 90, Sarcelles était la capitale du vivre ensemble, mais que elle y habitait, et que si les gens vivaient ensemble, ils vivaient surtout dans des communautés étanches, les uns à côté des autres. Alors, ils vivaient en paix, ils vivaient même dans une relative fraternité, mais ils ne vivaient pas ensemble. Ils avaient déjà des micro-sociétés, des communautés qui étaient étanches et séparées. Et donc ça c'est intéressant parce que on n'a jamais interrogé en fait ces choses-là, où on a toujours pensé que il y avait une espèce d'âge d'or dans les quartiers où les gens vivaient tous en paix, en fraternité, dans un espèce d'universalisme, etc. Et en fait, ça n'a peut-être jamais été véritablement vraiment le cas. En tout cas, c'est ce qui est interrogé dans ce livre. L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. Une grande agrégation d'hommes, sains d'esprit et chauds de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Et puis, comme exemple, l'auteur nous raconte avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de tact, mais avec beaucoup de précision et d'intelligence, sa propre enfance, parce qu'elle a vécu dans la communauté juive de Sarcelles, et elle nous raconte comment elle a évolué dans une espèce de bulle communautaire, où on pouvait éventuellement fraterniser avec d'autres personnes, d'autres communautés, mais à bonne distance. C'est-à-dire que, la vraie fraternité, elle était dans sa propre communauté et selon les règles culturelles et cultuelles de la communauté. Donc on avait des gens qui vivaient déjà plus selon les mêmes règles. C'est-à-dire que l'universalisme à la française avait déjà pris un coup, puisque les gens ne vivaient pas selon les mêmes valeurs communes et n'avaient pas en fait de choses véritablement en commun, si ce n'est le lieu géographique dans lequel ils habitaient, mais séparés, y compris géographiquement, puisqu'il y avait le quartier juif et puis d'autres quartiers communautaires qui étaient à côté ou à d'autres endroits de la ville. L'auteur nous parle ensuite du moment où elle a grandi et où enfin elle a pu sortir de cette bulle communautaire. Et donc, elle est partie pour ses études et donc elle s'est rapprochée du centre de Paris. Et là, elle a découvert un autre monde qui n'est pas communautaire. Elle a découvert que, contrairement à ce qu'on avait pu lui faire entendre dans sa communauté à Sarcelles, les Juifs n'étaient pas en danger en France. Il y avait des Juifs qui étaient athées, il y avait des Juifs qui étaient croyants, il y avait tout un tas de personnes qui vivaient ensemble. Bref, en fait, c'est la découverte d'un autre monde en sortant de sa bulle. Et ce qu'il y a d'intéressant, j'ai trouvé à ce moment-là du livre, c'est de se rendre compte que, véritablement,
il y a des gens qui géographiquement habitent en France, mais qui vivent parfois dans un tel enfermement communautaire qu'en fait, en réalité, ils n'ont plus rien de commun avec le commun des Français, avec le commun des concitoyens français, parce que, eh bien, ils ne vivent plus en fait selon les règles de la République, ils ne vivent plus selon les règles communes, et donc il n'y a plus rien de commun avec ces gens, et ça, c'est véritablement inquiétant, je trouve. Ensuite, l'auteur nous raconte comment elle retourne à Sarcelles. Donc en fait, l'auteur est journaliste et puis à l'occasion en fait d'un reportage qui lui est commandé dans Sarcelles, puisqu'il y a un jeune garçon qui s'est fait agresser, et donc elle retourne à Sarcelles et là, eh bien elle retourne en fait dans la ville de son enfance et elle voit en fait dans les quartiers de Sarcelles, eh bien que les rats ont élu domicile, elle voit qu'il y a des tags sur les murs. Bref, les choses sont beaucoup plus dégradées au niveau, semble-t-il, social, et beaucoup plus dégradé également au niveau matériel dans ce quartier qui était le quartier de son enfance et somme toute dans toute la ville. Elle nous parle des chefs communautaires qui ensemble en fait dans la ville se serrent la main et disent que tout va bien alors que tout ne va pas si bien, puisque en fait l'auteur a interrogé les habitants et il s'avère qu'en fait les conditions de vie dans Sarcelles se dégradent de plus en plus, y compris les tensions entre communautés qui sont de plus en plus importantes. Donc voilà, elle nous retranscrit tout ça et en fait ça lui fait un second choc en fait. Le même choc que quand elle est partie de Sarcelles, mais là elle revient et elle s'attendait à retrouver quelque chose qui aurait à voir en fait avec ses souvenirs d'enfance et au final Sarcelles a bien changé et pas en bien. Nous vivons une époque étrange où certains de nos congénères hurlent lorsqu'ils se cassent un ongle. Ils exigent alors que l'univers entier accueille religieusement leurs complaintes, reconnaisse leur douleur, leur offre une écoute en guise de réparation. Dans cette ère victimaire, la catharsis se donne en spectacle dans les règles de l'art. Sur la place publique, numérique ou non, devant une assistance la plus large possible et avec toutes les exagérations nécessaires pour donner au récit égotique l'allure d'une tragédie. Nous vivons une époque où la fiction est remplacée par une réalité mythifiée, où tout héros se doit d'être un martyr quand bien même son sacrifice se résume au cassage d'un ongle. Dans le même temps, d'une façon tout à fait paradoxale, les êtres les plus endoloris par les coups de la vie, eux, fuient les représentations et les mises en scène. Ceux qui vivent la guerre, la misère, ceux qui cumulent le ventre vide et les frustrations, le sentiment d'abandon et les humiliations quotidiennes, n'ont peu, voire pas d'attrait pour la lumière. Ils n'en ont pas non plus l'habitude d'ailleurs. Lorsqu'on leur tend un micro, ils le fuient. Lorsqu'on souhaite les filmer, ils se cachent. Lorsqu'on leur propose de se raconter, ils n'ont pas confiance. Ces personnes-là s'étonnent même lorsqu'on leur demande d'ouvrir la bouche. Moi ? Pourquoi ? Bon, questionnent-ils presque embarrassés. Ils sont comme ces bébés abandonnés qui se sont murés dans le silence une fois qu'ils ont compris que personne ne viendrait les bercer. Il y a un passage que j'ai trouvé également très intéressant, en fait, c'est quand l'auteur nous rappelle pourquoi toutes ces bars, tous ces bâtiments en fait qu'on voit en banlieue, ici en l'occurrence à Sarcelles, mais partout en France, eh bien pourquoi ces appartements sont sortis du sol. Eh bien en fait c'était tout simplement parce que dans les années 60-70, la France avait de gros problèmes en fait au niveau de l'habitation. Et en fait, beaucoup de gens vivaient les uns sur les autres et puis ils vivaient aussi dans des habitations qui étaient somme toute assez spartiates puisqu'il n'y avait pas toujours l'eau courante, il n'y avait pas les toilettes, ou alors ils étaient dehors. Donc voilà, il n'y avait pas la machine à laver, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et en fait, quand les bâtiments sont arrivés, eh bien, il faut se rappeler que pour les gens, c'était une révolution extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils avaient enfin une douche, ils avaient enfin un bain, des choses qu'ils n'avaient pas. Ils avaient enfin l'eau courante qui arrivait à leur robinet. Ils avaient des toilettes qui étaient dans leur appartement et qui étaient non plus en commun et sur le palier. Donc c'était véritablement une révolution au départ, ces appartements qu'on a un peu vite fait aujourd'hui de qualifier de mal foutus, même si c'est vrai, qu'on a un petit peu vite qualifié d'appartements voilà, pour des gens, enfin, pour des gens qui n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, c'est ce que c'est devenu ces bâtiments. Mais à l'époque, c'était une véritable utopie de la ville, ces bâtiments, et c'était véritablement pour apporter un mieux-être à la population française et à tous les immigrés qui arrivaient de partout dans le monde. Et donc, en parlant de ceux qui venaient de partout dans le monde et qui fuyaient leur pays, qui fuyaient une guerre, qui fuyaient la misère, peu importe, eh bien, en fait, ce sont des gens qui ont été déracinés, qui arrivent à Sarcelles et dans tant d'autres banlieues françaises et qui ont tendance à se regrouper par ethnie parce que c'est plus facile, parce qu'on retrouve certains repères, des repères linguistiques, peut-être des repères culturels, etc. Et en fait, ça fait en sorte que les gens se rassemblent au départ parce que, eh bien, ils ont besoin, voilà, d'avoir un cadre rassurant. Mais en même temps,
Est-ce qu'on les a véritablement bien accueillis? Ça, c'est pas forcément écrit dans le livre, mais c'est moi qui en déduis cela. Est-ce qu'on a véritablement bien accueilli ces gens et est-ce qu'on a fait quelque chose pour qu'au final, à un moment, ils finissent par sortir de leur communauté et peut-être on aurait pu, à cette époque-là, créer un commun ensemble et peut-être que c'est ça qu'on a manqué. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé à ce moment-là du livre. Ainsi, lorsque Mourad Chikaoui s'acharne, dans les murs de l'hôtel de ville, à additionner avec ou sans calculatrice les subventions accordées aux associations communautaires, l'événement peut paraître anecdotique, mais c'est un acte éminemment républicain. L'ultime tentative de protection d'un système attaqué de toutes parts, en danger, concurrencé par le modèle anglo-saxon qui s'installe petit à petit dans le pays de Voltaire. Lui qui promeut une organisation communautariste de la société, différentialiste, qui mène tout droit à une mise en concurrence des communautés. Il y a un moment que je trouve capital dans le livre, c'est ce moment où l'auteur nous raconte comment la France est passée de la culture française, c'est-à-dire un universel pour tous les Français, une culture universelle, à des cultures en France. C'est-à-dire que, eh bien, il y a des gens qui se sont repliés sur des cultures différentes, que ce soit des cultures appuyées sur le cultuel ou sur le culturel ou sur les deux. Et en fait, elle nous explique qu'en France, eh bien, tout cela a été favorisé par des politiques de gauche et par des associations de gauche qui, guidées par leur complexe colonial, eh bien, ont assigné les gens à résidence identitaire, ont assigné les gens à communauté et ont favorisé en réalité le particularisme plutôt que de favoriser, comme c'était le cas avant, l'universalisme. Et donc, ces associations de gauche et ces politiques de gauche, eh bien, ont fortement favorisé ce communautarisme, ils ont fortement favorisé ce séparatisme, puisqu'ils ont favorisé des cultures exogènes à la France sans plus jamais faire de commun. L'auteur nous rappelle que la culture, c'est quelque chose qui est censé inclure, et on le sait, quand on met beaucoup de culture dans les quartiers, quand on met beaucoup de culture là où les gens ont des difficultés socio-économiques, eh bien on sait que ça peut être un liant avec la société. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une culture commune. Vous pouvez mettre toujours plus de culture dans un endroit où il y a plusieurs cultures, et vous pouvez toujours mettre plusieurs cultures pour chacune de ces communautés et pour chacune de ces cultures, eh bien les gens resteront séparés et vous ne ferez pas du commun ensemble. Vous ne ferez pas de l'universel en faisant du culturel, en séparant les gens par culture ou par religion. Petite parenthèse, j'ai aimé en fait ce moment où l'auteur nous parle de culture parce que, eh bien, pour rappeler que les quartiers ensemble et que les banlieues françaises, au-delà de Sarcelles, avaient une culture commune, eh bien, elle nous rappelle en fait ce fameux groupe de rap que tous les banlieusards connaissaient dans les années 90, et c'est le Minister Hammer à l'époque qui était composé notamment de Stomy Bugsy, de Passy et puis de Doc Gynéco. Et puis elle nous parle de ce fameux film de Mathieu Kassovitz, La haine, qui a été un film coup de poing, qui pour la première fois racontait eh bien, quelque chose qui ressemblait à nos vies et qui ressemblait pas à la vie des autres Français. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait une véritable culture en fait de banlieue, et cette culture on pouvait la retrouver non seulement à Sarcelles, mais moi qui étais dans d'autres banlieues en France, eh bien j'ai retrouvé exactement la même culture. Donc on voit bien ici par l'exemple qu'il y avait une culture dans la culture française. Et à aucun moment en fait il n'y avait un universel, il n'y avait un commun qui faisait en sorte que les gens qui étaient encastrés dans des communautés puissent en fait se réclamer de l'universel avec tous les autres Français. Ensuite, il y a encore plein d'autres points qui sont intéressants dans le livre et je ne vais pas vous en parler de manière exhaustive parce que le but c'est que vous alliez lire ce livre. C'est vraiment un très très bon livre. Vous aurez véritablement à y gagner en fait à aller lire le détail dans le livre. Mais il y a simplement un moment dont je voudrais vous parler, un moment dans le livre. C'est ce moment en fait où l'auteur nous parle de ce qui se passe dans un conseil municipal et où en fait on a un élu qui s'insurge en fait parce que eh bien, il fait les comptes, il prend la calculette et il fait les comptes et il se rend compte qu'en fait, l'argent que la municipalité donne aux associations, eh bien, au final, elle ne le donne qu'à des associations communautaires. Et donc, par là, la commune même, en fait, favorise le communautarisme, favorise le séparatisme. Et on en est là aujourd'hui, on voit qu'on en est encore là aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et parce qu'en fait, c'est un point qui est majeur, en fait. La politique de la ville favorise le communautarisme et donc on ne va pas fabriquer de l'universel en cédant aux revendications communautaires, mais pire, en finançant les communautés. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc voilà, au final et en conclusion, eh bien, ce livre va jusqu'aux racines de la création des bâtiments, des quartiers, des banlieues, de Sarcelles en l'occurrence, mais comme je l'ai dit, c'est transposable à toutes les banlieues en France. Et elle va nous parler en fait de cette lente en fait désagrégation des banlieues et de cet abandon
de l'universalisme, un abandon qui a eu lieu de manière progressive mais assez rapide tout de même. Et elle va nous montrer comment, eh bien, il y avait les prémices de sociétés qui vivaient de manière séparée, et ces sociétés qui vivent, ces communautés pardon, qui vivaient de manière séparée mais en paix, eh bien, quand il y a des conditions qui sont un petit peu plus difficiles, des conditions sociales, des conditions économiques, et puis quand il y a un communautarisme qui est encore plus renforcé, eh bien, au final, il y a de plus en plus de tensions entre les communautés. Et quand, comme je viens de le dire, eh bien, les politiques, les associations de gauche et même les politiques de la ville favorisent le communautarisme, eh bien, à quoi peut-on s'attendre à part au séparatisme? C'est pas quelque chose qui est arrivé dans la société, qui nous est tombé dessus comme ça, sans qu'on puisse le voir. C'est véritablement en fait de mauvais choix qui ont été faits. C'est un abandon massif de l'universalisme républicain français. Cet universalisme qui est peut-être une utopie, qui est peut-être un rêve vers lequel tendre, mais qui a été jadis une réalité quand même, et qui aujourd'hui pourrait nous aider à faire du commun. C'est peut-être la leçon de ce livre. Ce livre ne parle pas beaucoup d'universalisme, et pourtant je crois que tout ce livre en fait fait l'éloge de l'universalisme républicain français, pour que les gens qui vivent aujourd'hui les uns contre les autres, eh bien, puissent demain vivre tous ensemble de plus en plus en paix. Je remercie encore une fois l'auteur pour ce super livre, et je remercie évidemment les éditions du CERF de me l'avoir envoyé. Merci à vous de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.